Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Le flow, avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Fondamentalement, j'aime les gens. Je gagnais très bien ma vie et ben en fait on m'a dégagé pour l'image. On peut aider la société à être meilleure. Bisounours. Bonjour Orane. Bonjour Florence. Flo. Orane, la première fois que je t'ai vue, c'était dans un bar à Rennes. Il y a maintenant plus de 5 ans, un bar où j'aimais beaucoup me rendre avant même que tu ne le reprennes, la Part des Anges. Exact. Le nom me plaisait, le lieu me plaisait et surtout je n'avais pas le choix. En fait, c'était devenu le QG de mon compagnon lorsque nous habitions Paris et que nous nous rendions sur Rennes. Donc aujourd'hui, j'habite Rennes et ce bar devenu LGBTQI+, on est d'accord, c'est ça ? Queer, féministe et queer. Queer, mais féministe et LGBTQI, hein, je modifie. Hétéro-friendly. Ouais, même si on c'est le dit marqué plus trop. sur la devanture. Ouais, c'est marqué. En mode humour, c'est marqué. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très vite devenu dépassé. En tout cas, grâce à toi, c'est toujours mon QG. Et bon, si ce n'est avec le confinement, on peut plus en profiter, malheureusement. Mais c'est mon QG. Et toi, j'ai appris à te connaître. Et j'ai découvert tous les métiers que tu as pratiqués. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux, faudra que tu me redises comment il s'appelle. Mais tu nous as dit avoir été photographe à la morgue. Alors, j'ai travaillé à une période pour la gendarmerie. Et donc, c'était l'époque où il y avait l'argentique. C'était les années 90 et 2000, où il n'y avait pas le numérique encore. La gendarmerie travaillait avec des photographes indépendants. Maintenant, tout ça s'est démocratisé avec le numérique, ils n'ont plus besoin. Mais j'étais photographe, effectivement, pour la gendarmerie. J'allais sur des homicides. C'est moi, comme on voit dans les séries, tu vois, la photographe qui arrivait avec les gendarmes posaient les étiquettes et je devais faire les photos. Effectivement, je travaillais avec les légistes qui pratiquent les autopsies. Donc voilà, des choses un peu dures, mais ouais, il y avait il fallait quelqu'un qui avait pris une balle dans le crâne et qui ont coupé pour voir par quel chemin avait fait la balle. Je faisais les photos de tout ça, ou d'arriver sur des homicides, effectivement. Mais j'ai arrêté très vite parce que j'avais pas. J'ai quand même fait 6 homicides et le dernier, j'ai fait un malaise et j'ai dit stop là, c'est trop. Ouais, j'ai découvert le vrai malaise là aussi, comme on voit dans les films où d'un coup tes oreilles font bzzz et puis tu vois tout blanc et pan tu tombes parce que ce que tu vois est beaucoup trop violent et donc j'ai arrêté. C'était une dame qui avait été tuée par un amant éconduit. Et le monsieur l'a tué d'une balle de chevrotine en pleine tête. C'était une cantinière et c'était dans une école. Voilà, il l'a tué en plein service devant les enfants, traumatisés probablement, tous évidemment clients de psy. Et donc voilà, ça m'avait un petit peu traumatisé. Donc tu vois, je me souvenais plus de cet épisode-là qui t'avait fait arrêter, mais le tout m'avait marqué quand même. Je te l'avais sans doute pas raconté parce que et puis voilà. Mais j'avais fait beaucoup d'autopsies, ça me posait aucun problème. Les autopsies, je trouvais ça assez à l'époque assez fascinant, mais même par contre le côté homicide, j'ai eu des choses assez traumatisantes où j'avais à l'époque des fantasmes de photographes de guerre, de conflits et ça a été d'être sur le terrain à ce niveau-là, ça a été très dur. Bon, ça va être simple maintenant de parler du reste de la Part des Anges. Mais on va y arriver. Bon, alors, ce que je voulais dire aussi, sans transition, ce sont les œuvres d'artistes accrochées au mur, la plupart du temps, que tu mets au mur du bar. Et aussi, dans ce lieu que j'adore, les livres féministes qu'on peut lire sur place. Ouais. Je crois que d'ailleurs, le dernier en date que j'ai pu lire avant d'être de nouveau reconfinée, c'était Colette et la mode. Ouais. Voilà. Excellent. Ouais. J'adore pouvoir lire ces bouquins-là en buvant un thé. Et donc du coup, voilà, il faut le dire, tu es bistrotière, mais surtout et avant taulière, c'est hallucinant ce nom. Ouais. Et tu es avant tout créatrice dans l'âme, militante inclusive pour l'égalité femmes-hommes. Pour moi, je dirais en fait tout simplement humaniste, mais je sais qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord pour utiliser ce terme-là. Moi, je fais partie des gens
qui pense que je suis féministe par défaut. J'estime que je ne devrais même pas être féministe. Ça ne devrait pas, ça n'a pas lieu d'être, mais enfin ça ne devrait pas être, et malheureusement si. Mais malheureusement. Aussi bien pour les hommes que les femmes, d'être féministe. Et pour la partie pro, donc, on vient de le dire, tu es toujours photographe, scénariste et maintenant productrice d'un label qui s'appelle Black Lilith Records. Exact. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée gérante de la part des anges? C'était quoi l'envie, le désir derrière ce métier? Il parle de quoi, selon toi? Ce métier parle avant tout de rencontres. Et j'ai eu, j'étais comme toi, Flo, que j'étais cliente de ce bar. Et c'est comme ça que j'ai connu toi, ton compagnon, effectivement. J'étais photographe à l'époque à Rennes, toujours en parallèle évidemment scénariste, mais moins. Mais j'étais surtout photographe et j'allais travailler dans ce bar. D'ailleurs c'est rigolo, je repère toujours les gens qui se mettent toujours à cette table où moi j'allais bosser. Et j'allais travailler comme beaucoup de gens qui écrivent ou qui sont dans les métiers artistiques. Le bistrot a toujours été un repère. Alors ça, je vais rien inventer et révolutionner sur ça, mais c'est des lieux de rencontre en fait et d'échange. Moi j'adorais cet endroit parce que je le trouvais chaleureux et sans le savoir, ce que j'aimais dans cet endroit c'était exactement tel qu'il est maintenant en fait. Mais à l'époque c'était son côté petit, cocooning. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire, alors que tu es photographe, que tu y vas pour bosser, pour toi, pour ton art, qu'est-ce qui te fait te dire tiens je vais le reprendre? Je vais devenir, comme tu le dis, taulière. Quel est le rapport? C'était vraiment rencontrer les gens, en fait, parce que moi, un bar, pour moi, c'est un grand cabinet de psy et un lieu de rencontre et d'échange et où tu donnes. Oui, mais de là à passer derrière le comptoir. Mais justement, en fait, là, tu vois tout ce que tu peux apporter aux gens, tout ce que tu peux leur offrir, tout ce qu'ils peuvent t'apporter aussi. C'est que ça te nourrit énormément. Un bar, c'est vraiment un lieu d'échange. Là, c'est dans les clichés, en fait. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Parce que je crois que, fondamentalement, j'aime les gens. J'adore les rencontres. Et quand t'es photographe et scénariste, déjà, moi, j'étais photographe pendant 25 ans quasi. C'est un métier qui est, certes, quand tu le gardes arty ou quand tu gardes en reportage, c'est chouette, mais je m'ennuyais, en fait. Et moi, j'en étais arrivée à un moment où je faisais la photo de mariage, des portraits d'enfants. Quand tu veux vivre de la photo aussi, il faut savoir ce que tu fais. Hein, tu vois, il y a des gens qui ont la vision, ouais, c'est super, c'est fun d'être photographe, mais en réalité, la majeure partie des photographes, ils vivent de ça, ils font des photos de mariage, de portraits d'enfants, et c'est pas, non, mais il y a un côté très plan-plan. C'est un côté très plan-plan. Et quand tu le fais, même si moi j'ai brossé plein de paysages de la photographie. Là, j'en avais marre en fait de négocier pour 80 balles des portraits d'enfants où tu galères, où voilà. Et puis tu rencontres pas les gens, t'as une image. Enfin, les gens ils voient un représentant. En fait. Voilà, ils voient un représentant de leur image. Moi, j'en étais arrivée à une vision très superficielle de la photographie et alimentaire de la photographie. Et j'avais un peu l'impression, c'était pas une impression, j'avais brossé tous les pans de ce métier-là et il m'ennuyait maintenant. L'écriture aussi, c'est un métier où tu es enfermé, isolé. Quand tu écris, t'es isolé, quand t'es dans ta bulle, qui peut être jouissive. Hein, comme là, je suis dans mon trip musique, c'est exactement la même chose en fait. T'as besoin d'être tout seul, mais moi j'aime les gens et j'habite en ville parce que j'aime les gens. Et avec tout ce qu'il y a de dichotomique, c'est aussi j'aime la campagne parce que t'as cet isolement. Mais reprendre ce bar, tu baignes dans des gens qui viennent, ce que moi j'adore, te raconter leur intime en fait. De manière générale, chez les gens, il y a toute la couverture superficielle, commerciale. Quand tu rencontres quelqu'un ou même dans un bar, les gens ils vont te parler de choses très très clean. Moi, ce qui m'intéresse, il y a uniquement une chose qui m'intéresse, c'est l'intime. Quand on parle d'intime chez les gens, on parle pas que du sexe. Hein. On parle de tout ce qui tourne de leurs problématiques du quotidien. C'est pour ça que très vite, moi, j'essaye d'orienter, ou ça a été comme ça dès le départ, d'aller sur le cash en fait. Ouais, ok, qu'est-ce que t'as fait hier? Ouais, t'as fait ça. Ouais, bon, tu t'es fait chier. Mais sinon, comment tu vas? Quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, c'est lui demander sincèrement comment il va. Et moi, j'ai ce truc qui me poursuit depuis que je suis enfant, c'est-à-dire les gens me racontent leur vie. Mais très vite, les gens me racontent leur vie. Il se trouve que j'adore ça, donc je pense que ça doit faire un truc qui... Voilà. Et au bar, très très rapidement, de par le fait aussi que je parle légèrement de sexualité, le fait que pour moi la sexualité, je suis vachement déconstruite à plein d'endroits, de plaisanter sur la sexualité, à commencer par la mienne, du coup les gens ils sont à l'aise parce qu'ils m'entendent dire des trucs énormes sur moi, ils se disent oh la vache, si cette personne elle dit des trucs énormes, moi je peux lui dire mes petits trucs à moi qui sont énormes, tu vois. Donc en fait tu te retrouves à être limite psychanalyste derrière son comptoir. Alors psychanalyste, je vais pas dire psychanalyste, mais en tout cas la confidente
comme on peut le faire à une psy, effectivement. Je dis pas psychanalyste parce que c'est un travail derrière, il faut avoir fait des études, mais effectivement, conseillère conjugale, sexologue. Tu sais que je l'ai été, hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et ben, tu le fais derrière. Enfin, moi, en tout cas, et le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui, petit à petit, tu vois, me racontent leurs problèmes. Et ça peut aller effectivement, de la nana qui a des problèmes avec ses enfants et qui se sent pas une mère, qui se sent mauvaise mère ou qui se sent mauvaise amante avec son mec et qui va être capable de dire oh là là, mais j'ai entendu que vous avez parlé de fellation et de sodomie, mais vous en parlez, c'était drôle parce que j'en ai pas perdu une miette, voilà. Et ben, tac, la nana, elle va te dire moi j'ai jamais fait de fellation parce que je trouve que c'est sale ou que machin, et qu'elle nous a entendu nous alors qu'on est censé être des lesbiennes parler de fellation librement. Mais tu vois, du coup ça libère complètement la parole. Là, c'est un bar féministe. Et il se trouve qu'elles rentrent dedans sans savoir que c'est, pour certaines, que c'est un bar féministe, mais elles entendent vraiment des nanas qui parlent de choses qu'on, comme tu dis, on pourrait parler dans un cabinet de psychanalyste ou chez son psychiatre. Et ouais, c'est donc de dire à quelqu'un comment tu vas, c'est dans tous les sens, avec tout ce que ça a de profond, de dire à quelqu'un comment tu vas. Donc même si la personne elle vient boire un café et qu'elle est capable de dire putain, je me suis pris la tête avec mon mec parce que voilà, je lui ai pas offert la bonne couleur de chaussettes et il a pensé que des chaussettes roses ça fait un peu pédé et que toi tu peux pas lui répondre mais il est con ou quoi ton mec qui vient de me voir, enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est pas parce que tu mets des chaussettes roses. Là je remets à 5 ans la conversation d'il y a 5 ans parce que avec le phénomène MeToo toutes les paroles se sont libérées et ont changé là en l'espace de 3 ans, mais il y a 5 ans ça pouvait être des choses comme ça pouvait être ou la femme qui vient te dire je sais que mon mec me trompe et je sais pas comment lui dire et puis il a raison de me tromper parce que je sais que voilà, telle personne, moi je fais pas ça parce que j'ai telle fragilité, telle faiblesse, et elle vient te dire, je sais qu'il me trompe, mais qu'est-ce que tu crois? Alors tu vois la responsabilité. Est-ce que tu crois que je dois lui dire? Est-ce que tu crois que dire mais attends cocotte, parle quoi, parle. Et c'est des paroles dans plein d'endroits différents, c'est-à-dire dans l'intime. Ou la mère, comme je commençais à le dire tout à l'heure, la mère qui dit je sais pas comment parler à ma fille, je crois qu'elle est lesbienne, mais si je lui dis comment tu crois que ça se passe, que je pense qu'elle est lesbienne parce que ça se trouve je vais me tromper et puis ça se trouve tu vois c'est et dans tous les âges dire donc en fait mère, c'est toutes les peurs que chacun et chacune te confie. Ouais voilà, c'est ça, me confie ou ses blessures ou ses et tout ça, c'est venu, effectivement, du fait que moi, j'ai aucun problème de parler de tout, même mais c'est l'intime. Arrêtons de se parler de la pluie du beau temps. Encore je bois du noir et la ville s'endort, la nuit s'empare de mon corps. Parfois je continue à croire que j'arriverai au bout, à bout de ces chimères floues. Mon corps au-dessus, au bord du précipice, je tangue, je tourne et puis je glisse et même à terre je ne sens plus rien. Ma tête est lourde et j'attends demain. La lumière est encore vive et les ombres furtives. J'attends l'orage. Et je m'enivre, je reviens vers tous mes démons qui m'attirent vers les abysses et vers ton nom. I wanna give up, wake up, throw up, I tell you. Ce que moi j'adore, c'est quand je vois des meufs qui sont au comptoir, je vais les introduire sur un truc, et en fait elles se mettent à causer entre elles. Et hop, moi je me recule et ça y est, c'est fait, c'est parti quoi. Et il va y avoir toi, Flo, qui va pouvoir discuter avec ta résilience, etc. de telle nana qui va aborder et qui va, parce qu'elle va t'entendre parler de résilience, elle va dire mais moi j'ai vécu la même chose que toi. On a eu ça pendant les ateliers de la Rose Veine, d'une personne qui a un parcours comme le tien et qui a fondu en larmes avec ça et qui l'avait jamais dit à personne. Tu vois. Mais justement, tu viens de nommer, j'allais te dire, donc les brèves de comptoir, ça a changé pour toi et ce sont elles qui t'ont donné envie de t'engager en créant d'abord une association. Tu viens de la nommer, la Rose Veine. La Rose Veine, ouais. Et qu'est-ce que c'est exactement? Alors la Rose Veine,
La Rose-Veine, c'est une association que j'ai créée. Ça vient d'un désir qui vient aussi du mien. C'est de la galère d'avoir jamais pu, en tant que artiste femme, voilà, je vais y aller franchement, de pas avoir pu trouver à plein de moments différents le matériel et le réseau pour créer, notamment là en musique, en théâtre, en cinéma. L'idée est venue de là en fait, de donner aux femmes un support matériel ou un lieu de réseautage pour qu'elles puissent créer. Donc que tu sois DJ ou que tu aies envie d'être DJ, voilà, si tu viens à la Rose-Veine, t'as quelqu'un qui va t'apprendre à mixer. Si tu fais du podcast, il y a ce qu'il faut. Si tu fais de la musique, il y a de quoi faire de la MAO et des échanges, en fait, de la mutualisation de savoir. MAO, je précise, musique assistée par ordinateur. Voilà, il se trouve que avoir une station de montage, avoir Ableton, ça peut coûter 700 balles. Avoir l'ordi qui va le supporter, ça coûte 1500 balles. Les femmes sont quand même, d'un point de vue matériel et au niveau de la société, elles ont moins de thunes que les hommes, quoi. C'est pas elles qui ont les réseaux. Le titre Boys Club, là, de Nikita et Luxure, avec Raphaël, qui dit, la société est quand même gérée par des gros boys clubs, les boys clubs étant les hommes qui fonctionnent dans leur réseau. Ils en ont pas forcément conscience, mais ils s'aident entre eux. En fait, ils s'aident entre potes. C'est culturel. C'est culturel, exactement. Ils l'ont toujours fait. Et du coup, moi, avec la Rose-Veine, nous, avec la Rose-Veine, parce que je suis pas toute seule, c'était de dire, ouais, on va créer cet asso et on va fonctionner. Non pas pour reproduire ce qu'ils font, mais nous aussi, on va fonctionner en réseau. Nous aussi, on va dire aux nanas, vous avez pas de thunes. Ouais, effectivement, tu te lèves à 4h du matin pour aller bosser, faire les ménages dans telle usine. Tu reviens à midi et puis, t'as pas les thunes parce que t'as un gosse et que t'as pas de temps et que ton gosse, il va falloir que t'ailles le chercher à l'école et que blablabla. Et ici, tu sais que si t'as 1 heure, tu peux te caler, viens, appelle la Rose-Veine. Tu veux 1 heure pour apprendre à mixer, 1 heure pour bosser ton petit titre, enregistrer, utiliser, faire ton podcast. Ici, tu sais que tu as cet espace de liberté, ça va rien te coûter. Il n'y a pas d'argent à faire derrière, c'est utiliser Ableton. Il est là, l'ordinateur, il est là, il fait rien. Prends-le et si on peut t'aider, on t'aide comme ça, quoi. Et peut-être que tu vas enregistrer le petit titre ou le petit podcast ou le gros podcast qui va te permettre de faire ta démo et de rencontrer des gens et d'avancer, quoi. L'idée de la Rose-Veine, c'était ça. C'est que des meufs qui ont pas de thunes et qui ont du talent ou des choses à dire, qu'elles viennent à la Rose-Veine, quoi. Mais en fait, finalement, avec la création du label, ouais. Donc je le redis, tu es la fondatrice et la directrice artistique du label Black Lilith Records, c'est aussi un travail de collaboration entre artistes. Complètement. Tout le monde met la main à la pâte. Exactement. Alors c'est l'entraide, quoi. C'est l'entraide parce que toutes les personnes qui sont présentes sur le vinyle, enfin sur l'album, je peux pas dire que vinyle puisqu'il est également sur les plateformes. Effectivement, c'est né de la Rose-Veine. Le label découle directement des activités qu'on a eues à la Rose-Veine pendant le premier confinement. La Rose-Veine a été créée avant le confinement et il se trouve que 2 mois après, on a eu le confinement du mois de mars dans lequel on a fait des ateliers clandestins. Enfin clandestins parce que c'était au bar et que voilà, on était 6 personnes à chaque atelier et qu'on a fait une dizaine d'ateliers. Et en fait, c'est parti plutôt de mon amoureuse qui a fait un rap pour mon anniversaire. Et il se trouve que c'était d'une qualité musicale assez remarquable, et non pas parce que c'est mon amoureuse, je vais essayer d'être objective. Et ensuite, Cléa, qui est une autre personne de la Rose-Veine et cliente, parce qu'il se trouve que toutes ces personnes du label, du beatmaker, du compositeur, dans nos alliés, à toutes les interprètes qui sont sur le label, à part une qui est de Caen, mais il se trouve que c'est une amie de quelqu'un une cliente et qui a mixé au bar en tant que cliente, artiste et cliente. Tout est né à 100% de la part des anges, en fait. De voir toutes ces artistes qui sont à 98% intermittentes du spectacle et qui avaient des projets théâtre et tout s'est arrêté, tout a été bloqué avec, pour certaines, des drames, quoi. Ce sont des drames humains parce qu'on n'a pas, quand je dis intermittentes du spectacle, elles ont pas toutes et tous, parce qu'il y a des personnes leurs heures et donc pas d'indemnisation et qui beaucoup faisaient des résidences, travaillaient sur des projets en espérant avoir des espaces à diffuser et voilà, et tout s'est arrêté avec la fermeture des théâtres et c'est dramatique et c'est trouver une énergie pour pas sombrer dans la dépression, pas faire de burn-out parce que c'est quand même dramatique pour certaines personnes et pour beaucoup. Économiquement et artistiquement. Bien sûr, puis ça continue, culture, c'est ça c'est clair, la culture c'est une catastrophe et se rencontrer. Mais alors justement, se rencontrer, je voulais revenir sur cette notion d'entraide parce que on en revient à la parole aussi. C'est avant tout une entraide pour permettre la parole, qui est quand même trop souvent refusée encore à des créatrices et des créateurs. Liberté. Je devrais dire des créatrices, quel que soit leur genre
leur genre de base, Ouais. et qui galèrent complètement, bien plus que des artistes de genre masculin. Ouais, ou comme on dit, ouais, ou mainstream, comme on Voilà. dit maintenant. Mainstream, alors que ce sont des personnes avant tout. Il ne devrait même pas y avoir une question de genre. Il devrait pas y avoir de question de genre, mais on est dans une société mainstream. Donc je répète, tout à l'heure quand je parlais des boys clubs, bah c'est ça ce qu'on appelle la société mainstream, c'est la société hétéronormée. Et les personnes queer, LGBT et LGBT, donc trans, ont été habitués, même si ça peut un peu faire hurler, mais on a toujours été habitués à avancer un peu dans l'ombre. Quand tu es une personne trans et que tu vis, mais même en Bretagne, hein, dans un bled, tu vas te stigmatiser. Et donc, enfant déjà, tu t'habitues à avancer un peu le dos courbé en t'excusant et en demandant... Enfin, ce qu'on veut, c'est être libre. Être libre. Oui, ou en jouant, si je puis dire, c'est-à-dire en jouant le rôle d'un autre ou d'une autre qui Ouais, un donc, rôle qui, voilà, qui n'est donc pas on le avance, sien, exactement, on avance qui correspond masqué. à ce qu'on attend de Voilà, nous. on avance masqué, c'est-à-dire on avance avec ce qu'on attend de nous et de coller à cette société mainstream pour être accepté. En tout cas, moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait C'est ça, limite schizophrène quand même. Exactement, totalement. Alors je parle pas au nom de toutes les personnes et je dis à nouveau, il y a une nouvelle génération qui arrive là et attention, on est dans un monde, je parle d'un monde socio-culturel qui est quand même très certains pourraient taxer de bobo ou de Tu veux dire une compliqué. certaine élite quand même. Voilà, on est même moi je parle de quel endroit on parle quoi. C'est aujourd'hui maintenant, on est quand même si on est dans un milieu intello de gauche avec des parents qui sont profs ou en tout cas bon niveau socio-culturel de gauche. Ça va, mais je connais des mômes de 20 ans, leurs parents sont absolument pas sensibilisés. Une société mainstream très conservatrice, catho, un peu de droite là comme ça, et qui nous en mettent plein les gencives quoi. Ils sont au plein le mental en tout cas. Et ces mômes que je vois chez moi de 20 ans qui viennent en douce, chez moi c'est leur bouffée de chaleur et de chaleur ou bouffée de chaleur, non pas bouffée de chaleur, je pense parce que j'étais ménopausée cet été quoi. Leur bouffée d'air. Leur bouffée d'air, merci, leur bouffée d'air je parlais de chaleur humaine en fait, c'est ça qui revenait et l'amalgame où j'entends des choses encore mais dire mais c'est pas sérieux que t'es obligé de te planquer, mec, pour bah voilà, que tu planques tes vêtements et que t'as peur que tes parents apprennent que tu mets des collants ou que le soir tu te maquilles et que ouais, ton côté non binaire, t'es obligé de le cacher. T'as encore des mômes qui vont te dire mais non binaire, mes parents ils savent pas ce que ça veut dire. Mais qui sait ce que ça veut dire non binaire? On est quand même très peu nombreux à le savoir. Enfin, Exactement. moi, il y a quand même pas longtemps, je suis Bien, au courant et une fois sur deux, j'oublie. Attends, alors ça veut dire que, quoi, ouais, déjà alors que t'es quand même une personne open, tu vois. Oui, en plus. Curieuse, intelligente. Voilà, c'est moi des fois c'est le bazar pour moi. On avait la discussion tout à l'heure. Il y a des gens, t'es cisgenre, société mainstream, non binaire, etc. On comprend rien, les gars. Eh oh, mais qu'est-ce que vous nous dites au comptoir? Des fois, moi, je fais en mode humour, je fais le dire. Alors, vous vous rendez compte que les personnes qui sont assises là-bas, ils arrivent pas à comprendre. On a l'impression d'être des informaticiennes et des informaticiens parce que ils savent pas ce que ça veut dire cisgenre, par exemple. Le terme cisgenre, qu'est-ce que quelqu'un de cisgenre? Des fois, on s'engueule entre nous même pour dire ah bah non, quelqu'un qui est assigné à son sexe et puis qui a la sexualité. Tu vois, il faut savoir qu'entre nous, on s'engueule. Et quand je dis entre nous, ce que les gens disent communauté, hein, anti-communautaire, mais enfin, je suis absolument pas communautaire, mais voilà. Donc bref, donc il y a effectivement des gens qui vivent dans des belles maisons là du côté du Tabor. Enfin, je dis Tabor, un quartier très bourgeois de droite, bourgeois de droite, très catho surtout. Catho bourgeois qui non sont mais moi je veux bien les mêmes maisons hein. Moi je veux bien la même maison mais pour en faire des grosses maisons de résidence et tout ça pour être enfin voilà, c'est mon côté là pour le coup si voilà à la Baba Yaga des maisons de résidence où on pourrait faire des théâtres, on pouvait échanger pour faire une immense résidence d'artistes, maison de la culture à destination des femmes et des ateliers tout ça et tout ça. Ah ben voilà, ça ça peut être un projet très sympa. Ah bah c'est le projet, on cherche ça. On cherche, d'accord. C'est ça l'idée, c'est de trouver un endroit immense qui ferait à la fois diffusion, concert, théâtre et atelier. En fait, on cherche des grandes maisons, enfin pas des grandes maisons, on cherche un gros lieu à Rennes comme ça pour faire une maison de la culture à destination des femmes avec bibliothèque, salle de répétition, accueillir des résidences, avoir un studio pour faire de la zik. Voilà, s'il y a des mécènes qui écoutent. Ouais, voilà, et s'il y a des mécènes qui écoutent, c'est clair, mais c'est ce qu'on veut et on l'assume en fait. On veut un espace de liberté totale où la nana, peu importe si elle veut faire une pièce de théâtre pour raconter son enfance dans le Limousin,
elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ou un podcast destination de la résilience, ou voilà. C'est pour les femmes et les personnes même qui veulent dépasser les obstacles. Ouais. Parce que le label, on l'a fait que pour ça. Que la vie leur envoie. Ouais, exactement. Le label, on l'a fait pour ça, c'est-à-dire zéro censure. Alors évidemment, mais là, quand on veut aussi que les artistes vivent de leur art, donc il faut faire des produits aussi qui soient de bankable. Bons et gros produits bankable. Au moins qui fassent les deux, c'est cool. Tu vois, quand tu fais un truc qui est à la fois bankable et qui s'adresse à un public, et on le fait pas pour ça. Mais si les deux sont dedans, et que tu as 10 artistes qui peuvent gagner 2000, 3000, voire plus euros en faisant un produit, en plus il y a de la sincérité, bah c'est génial, quoi. Et parce que moi je suis un peu taxée de ça, de vouloir faire, j'ai eu pas très longtemps, du hating, on parle anglais, mais en tout cas des gens qui vous soupçonnent de tout, et notamment d'utiliser la communauté LGBT, de quoi on parle, et le féminisme et la communauté queer LGBTQI pour faire de l'argent, en fait. Non, mais de toute façon, on fait pas de l'argent pour faire de l'argent. On fait de l'argent, si quelqu'un tient vraiment à ce qu'on utilise cette expression, dans un but. Et le but, en l'occurrence, en ce qui te concerne, c'est de pouvoir donner la parole à cette non-communauté LGBTQ, queer et compagnie. J'arrive même plus à retenir tous les termes. En tout cas, toutes ces personnes qui n'ont pas assez la parole. Parce que, au final, est-ce qu'on sait combien abandonnent et délaissent la création? Ah bah, c'est clair. Leur rêve de pouvoir en vivre, en fait. Exactement. Alors que un autre ou une autre, lorsqu'elles sont dans un genre bien défini, donc en l'occurrence, la grande majorité hétéronormée, voilà, la société hétéronormée et mainstream, arrive à sortir du lot. Là où c'est pas le cas, combien abandonnent au final? Mais arrive, et puis il y a un truc un phénomène qui me fait hurler, parce que c'est ça les témoignages que j'ai aussi au bar et qui m'a fait créer, qui a donné l'impulsion pour créer le label, c'est combien de femmes sont utilisées par, et ça il faut le dire, par les hommes qui veulent y arriver, comme on dit. Plein jour, lorsque les fleurs renaissent, sous le soleil qui brûle, les mains pleines de chagrin, les mains pleines de chagrin, séduite dans un laisser-aller, je me jetais entière sous des larmes de feu, sous des larmes de feu. Depuis combien de temps mon amour, l'amour en nous s'élève, s'incarne, déborde, et nous relève, s'élève, s'incarne. Nous, il faut qu'on justifie. Nous, les femmes, on doit justifier. La moindre chose. Voilà, la moindre chose. C'est oh là là, pour qui on se prend. Tu vois, c'est pour qui on se prend. Alors là, on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir de la thune. On n'a pas le droit de vouloir faire de la thune. On n'a pas le droit d'avoir de l'ambition. Ça, c'est réservé aux hommes. Tu vois, un mec qui avance avec un petit ventre rond et puis des ambitions et un costard, il a la classe. Par contre, une nana qui se comporte de la même manière, c'est pour qui elle se prend. Et ça, c'est scandaleux parce que notamment le milieu de la musique et du théâtre, par exemple, pour ne citer que, et le cinéma, on peut le rajouter aussi, puisque la parité n'y est absolument pas. On voit le combat énorme que le collectif 50-50 a mené encore pour exactement, plusieurs années. Quoi, mais exactement, parce qu'on a toujours ce plafond de verre. Et derrière, et c'est ça moi qui me fait hurler, c'est que qui fait tourner la machine? Ce sont les meufs. La société mainstream, elle fait ça. C'est-à-dire les femmes, elles sont derrière. Et elles font tout tourner, c'est elles qui font les agendas, c'est elles qui prennent les rendez-vous, c'est elles qui vendent. Puis t'as les mecs, ils arrivent comme ça, en mode j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et ils empochent, et ils utilisent les femmes. Donc les femmes, elles sont
partout, elles sont en dessous. Mais le pire, c'est que le Avec confinement actuel, ou en tout cas C'est les différents clair. confinements auxquels on a eu droit, Mm. ou même les couvre-feux tout simplement, démontrent encore combien les femmes Ah, mais de toute façon, dans la sont guerre, atteintes. les femmes, enfin, je veux dire, Alors exactement. qu'elles ne, en grande majorité, elles ne se victimisent absolument pas. C'est Mais quand oui, même c'est- hyper important Ah de bah, c'est préciser. clair. Elles se victimisent pas. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. On disait tout à l'heure qu'il y a des blagues qu'on faisait il y a 5 ans au comptoir. Et là, mais c'est interdit maintenant. Mais il y a des choses qui fait que, voilà, les hommes, la société mainstream qui utilise les femmes, que ce soit pour aller faire le ménage à l'Élysée avec des salaires de merde à 700 balles par mois, et puis après on vient nous dire bah ouais, mais les meufs, il faut vous bouger hein, si vous voulez que les choses elles changent. D'où tu fais bouger les choses quand tu gagnes 700 balles par mois, que tu as un loyer de 500 balles, que tu as des enfants ou pas, hein, mais que tu es une meuf, que tu veux être artiste, que tu veux pouvoir enregistrer du son ou peindre ou faire du cinéma, et que tu gagnes 700 balles par mois, que tu as le RSA. Les dossiers, bah ouais, c'est tel mec qui tient tel réseau, bah il va d'abord passer son pote David hein, ou son pote machin avant de passer la meuf qui est venue, qui a un super dossier mais qui on la connaît pas. Et puis la nana qui arrive ou la personne qui arrive, et là je pense notamment aux personnes trans qui parfois c'est compliqué quoi, c'est compliqué dans notre tête d'arriver avec une légitimité, de dire voilà, moi j'ai autant de talent que ce metteur en scène qui se la raconte là, parce que moi je le vois ça, des mecs, des metteurs en scène, des pourceaux qui là se la racontent et qui font de la merde, et parce qu'ils ont des réseaux, les nanas bossent derrière, et puis eux ils avancent en chef d'eux, et puis ouais ils sont capables de casser des comédiennes là on est dans du MeToo hein, parce que dans le milieu du théâtre la classe, j'ai des témoignages qui sont au secours quoi, c'est vraiment ce sont des pourceaux. C'est ce que j'ai déjà dit dans un ou deux épisodes. Je suis très contente d'avoir abandonné ce rêve-là. Hein. Mais sincèrement. Mais ouais, mais non, il faut pas l'abandonner. Non, mais en tout cas, il faut prendre un autre chemin. Parce non, je n'aurais ouais. pas été en capacité, ça m'aurait bien plus détruite. Donc, ça veut pas dire que je m'amuserai pas à nouveau un jour. J'en sais rien en fonction des rencontres. Hein. Pourquoi pas de m'amuser derrière une caméra. Je pense qu'il faut savoir faire des choix à un moment donné, savoir abandonner peut-être pour mieux revenir. Exactement. Ou mettre en pause. C'est ça. Se dire, c'est pas encore le bon peut-être moment. Pas, oui, l'abandon, c'est peut-être pas le bon terme. Savoir se mettre en pause, ouais. Exactement. Ou dire, ok, alors là, je vais pas aller sur ce chemin-là parce que c'est pas. Puis en plus, je veux dire, toi et moi, voilà, on a quasiment le même âge, hein, mais on voit bien les leçons qu'on tire de notre parcours, de comment on avance, quoi. Malheureusement, une personne comme toi ou comme moi, j'en connais beaucoup parce que je connais beaucoup de comédiennes, elles sont brisées par des types qui ont fait de l'abus d'autorité, et c'est gentil, mais qui sont des tyrans, qui sont des abuseurs, qui vont forcer des nanas à avoir des rapports sexuels, abus de pouvoir, qui les intimident et qui les humilient. Musique, théâtre, cinéma, même chanson, quoi. Des Polanski, il y en a partout. Et dans les metteurs en scène, des directeurs de théâtre, mais ce sont des tyrans, et ils sont entre eux. Et on les voit directeurs de théâtre, on les voit, producteurs, on les voit réalisateurs, et puis derrière, ils ont combien de meufs ont été écrasées, quoi. J'ai une anecdote, quand j'étais photographe, j'ai bossé à Courchevel, j'étais filmeuse, et je me rappelle, je bossais au Chalet de Pierre, j'étais super contente parce que je voyais Carole Bouquet et Romane Boringer, j'étais love de Romane Boringer et de Carole Bouquet, hein, tu vois, les deux trucs. Et il y avait Depardieu que j'adore, désolé, j'adore Depardieu, il était ultra chouchou, mignon. Je l'ai vu, j'ai eu un tournage avec lui, minuscule. Ouais, mais après, pour moi, ça fait partie, alors maintenant, ouais, il a un peu vrillé, hein, il a dit beaucoup de merde, hein, Depardieu, et il a fait de la merde, mais il n'empêche que pour moi, c'est un immense acteur, je crois que c'est l'homme, pour moi, le plus sexy, après Lino Ventura. Moi, je suis non-binaire, hein, mais je sais pas où je serais si j'avais rencontré Depardieu et Lino Ventura. Bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, un jour est arrivé une nana qui faisait 1m80, blonde, un canon de beauté, dans les canons mainstream, pour le coup, et la personne me dit, c'est le boss qui m'envoie pour bosser à ta place, en fait. On me dégageait, moi, de ce poste-là, où je bossais super bien, je faisais plein de thunes, parce que moi, j'étais certes pas un canon de beauté, mais par contre, j'avais la tchatche et je papotais en mode confidence avec Carole Bouquet, avec Depardieu, qui me racontaient leur vie, quoi. Et voilà, c'était cool. Et ça me faisait bien bosser, je gagnais très bien ma vie, et en fait, on m'a dégagé pour l'image de la boîte de photos pour laquelle je bossais, on m'a dégagé pour mettre cette meuf qui était elle-même complètement, je dis plante parce que c'est comme ça qu'on la voyait. Humainement, elle était pas comme ça. Cette nana, elle était super embarrassée vis-à-vis de moi. En fait, en gros, on me dégageait parce que j'étais moche et on la mettait là parce que elle était canon, quoi. Et moi, je l'ai vécu ça.
Là, pour le coup, Despentes parle très bien, Virginie Despentes parle très bien de ça, de quand tu choisis d'assumer d'être une lesbienne, etc. La lesbienne n'est pas la femme, disait Monique Wittig. Quand tu décides d'assumer d'être une lesbienne, tu deviens la pote des mecs. Donc tu vois, c'est autre chose. Les lesbiennes sont victimes à bloc de la société, même encore aujourd'hui, parce que la lesbienne, elle sert à rien dans la société mainstream. Et la lesbienne, pour qui elle se prend? On baise entre nous déjà, on baise entre meufs, on consomme pas de produits faits pour, l'homme se sent exclu. Voilà, mais c'est la société hétéronormée, la société mainstream hétéronormée. On fait pas d'enfants. Souvent, on est en galère de thunes parce que on a des concessions qu'on n'a pas faites et voilà, on a 2 tafs souvent compliqués. Tu dis on fait pas d'enfants. Enfin maintenant, oui, mais 20 ans là pour le coup, c'est des choses qui ont changé. Maintenant, la société elle change. Voilà, maintenant on peut faire des enfants. Moi, je suis maman, d'une famille homoparentale, mais moi je suis même à ce niveau-là, on est avec mon ex-compagne, on est passé par le mode artisanal pour faire des enfants. Et de tout temps, les lesbiennes ont réussi. Soit avant c'était des nanas qui avaient eu un passif hétéro et elles avaient des enfants, donc voilà. Mais c'est très récent tout ça, le fait qu'on puisse avancer et dire je suis maman d'une famille homoparentale. Nous, on a la chance d'avoir une petite fille de 8 ans pour qui c'est normal d'avoir de maman. Enfin, pour elle voit pas mais dans quelle société elle grandit, cette enfant, depuis qu'elle est môme? Je veux dire, elle grandit dans un bar, elle a une de ses 2 mamans qui a un bar féministe queer, donc évidemment que cet enfant, sa construction, elle se fait sur une norme qui est, pour la société mainstream, c'est pas normal. Et puis, faut pas oublier de quelle fenêtre on parle. On est quand même une société de personnes privilégiées. On est dans de l'entre-soi, beaucoup, tu vois, ce milieu très parisien. Rennes, c'est quand même un petit Paris. Mais est-ce que c'est quelque chose qui changera? Parce que celui ou celle qui se retrouve seul, perdu dans sa campagne, comme le village dont je viens, par exemple. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui est arrivée à 20 ans, quitte. Oui, soit qui quitte, soit part de chez elle, coupe parfois avec la famille, complètement. Ouais. Et en général, c'est direction Paris, très souvent. Moi, Saint-Étienne, ça peut être plutôt plus facilement Lyon, éventuellement. Voilà, Lyon, des grandes villes, en fait. C'est ça, voilà. Mais il y a ça, mais il y a le drame des personnes qui se suicident aussi. Parce que ça, c'est encore le suicide chez les personnes, là pour le coup LGBT, effectivement, c'est dramatique. C'est encore chez les jeunes, je crois que c'est la 2e, l'orientation sexuelle et la 2e ou 3e raison de suicide. Et encore aujourd'hui, les chiffres sont là. Soit les femmes... je crois que même, est-ce qu'ils n'ont pas augmenté à cause du confinement? Mais c'est pour ça que, attention, de quel prisme on parle. Je veux dire, nous, on est quand même des privilégiés. On baigne dans un côté social, politique, culturel. Tout va, enfin, tu vois, on est des militantes, mais en même temps, on a déjà passé 25 ans. Ouais, mais il y a encore des suicides chez les ados et les jeunes adultes. Moi, je viens de Dordogne, Périgord. T'as encore des suicides, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas important de dire que, même s'il y en a encore, c'est évident, c'est important de dire qu'il existe des espaces et qu'il y a des lieux et que tant mieux si dans les différentes grandes villes, on peut être ce que tu disais tout à l'heure, cette bouffée d'air, cet endroit chaleureux où les personnes peuvent se reconnaître et être elles-mêmes. Par le label, là, le vinyle, enfin le titre, l'album qu'on vient de faire, je me dis putain, moi si j'avais entendu ça quand j'avais 15 ans, quoi. Mais je dis pas que ma vie c'est très bien, mais le chemin que j'aurais parcouru, d'entendre un titre où t'as des nanas qui se disent bah ouais, on s'est aimé chérie, on se quitte, maman. Moi j'avais Catherine Lara, en fait, tu vois, comme repère, qui avait dit quand l'autre journaliste lui avait dit qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, en sachant il savait qu'il avait en face de lui une lesbienne. La réponse n'était pas prévue. Et la réponse était sa femme, quoi. Mais moi ce truc là, mais ça m'avait froissé avec mon petit cœur de me dire mais elle ose dire un truc. Et d'ailleurs ça avait fait un tollé. D'ailleurs même encore 40 ans plus tard, tu vois, je le cite ce truc là et je me rappelle de moi la môme que j'étais, je savais pas trop où me situer, d'avoir entendu un truc pareil, c'était énorme. Donc si j'avais entendu le vinyle, l'album qu'on vient de faire là avec les 10 artistes, où t'en as une qui raconte de comment c'est les mecs qui viennent s'incruster quand t'es un couple de femmes, mais vas-y, mais dégage mec, respecte-nous. Pour moi, mais respecte-nous en tant que couple, on est un couple, que tu sois un mec ou un petit elfe vert, Flo, je suis en couple, ne viens pas draguer ma femme devant moi. Je l'ai vécu avec mon ex-compagne et je le vivrai encore où t'as un mec qui arrive, t'es dans un bar,
mainstream, hétéronormé. Le mec, il vient, il drague ta meuf devant toi et puis il te calcule même pas. Toi, t'as pas un mec qui va venir te draguer toi devant ton mec. Il va pas oser. Il va se dire, je vais me faire péter la gueule. Sauf qu'une meuf, elle est pas dangereuse, on en a rien à foutre. Et on y va, on fonce. Et ça en dit long sur comment tu respectes pas un couple de femmes, voire comment tu respectes pas, par extension, une lesbienne. Comment elle n'existe pas, la lesbienne. Et c'est là, là aussi, ça fait référence à la lesbienne invisible. Et t'as encore aujourd'hui des lesbiennes que des mecs violent pour leur apprendre ce que c'est qu'une bonne bite, en fait. C'est quoi les règles? Comment on se quitte? Quel nouveau code qu'on reste quitte? Si on s'est aimé, faut pas se blesser. Trouver des tips pour pas se moquer. D'inédits moyens de pas s'abîmer. Se jurant par exemple de pas s'oublier. Qu'on puisse se mettre d'accord. Nouvelle relation, trouver les accords. Inventer le futur, les bonnes manières. Que ce soit pas trop dur de se laisser de l'air. S'appeler peut-être aux anniversaires. Garder un lien sans regarder en arrière. Qu'on puisse se mettre à l'unisson. Faire des choix post-séparation. Et si des décisions tu ne veux pas, énonce les termes du contrat. Ok, alors premièrement, pas de photo, ta nouvelle go sur les réseaux. Tu m'entends, je mets un veto. Alors on vire Facebook, on vire Insta. Est-ce que je peux te dire que je pense à toi? Franchement, je sais pas plus d'une fois par mois et on calculera un truc au prorata. Donc j'ai même plus le droit de t'appeler. On redeviendra deux étrangers. Je te connais, tes appels bourrés en soirée, là c'est prohibé. Oui, mais ça fait partie de moi. On s'est trop aimé pour se faire du mal. Je te jure, faut pas qu'on soit brutal. Faut se séparer de manière collégiale. Ouais, comme t'es cunilingus propre et bien cordial. Oh bah tu vois, ça va pas me manquer. Mais c'est comme tes doutes, tes idées arrêtées. Tes idées arrêtées, ton égoïsme, ton gâté, ta façon de m'appeler bébé, je t'aime. Tes bras velours, je leur ferai plus la cour. C'est chacun son tour. Y'a plus d'amour. C'est comme ça. On prend chacune ma voix. Ce sera plus toi. Enfin, pour terminer cette émission, Aurane, j'ai l'habitude de poser la question. Pour toi, c'est quoi rester dans le flow? Alors, rester dans le flow, c'est être vraiment au taquet de comment on peut aider la société à être meilleure. De créer et de se soigner, d'être dans la résilience, justement, en étant dans le faire et faire dans quelque chose de participatif entre nous. Parce que pour moi, un flow, c'est suivre un mouvement tel qu'on a là actuellement pour grandir, en fait, faire grandir les projets, se fédérer entre nous, faire grandir son âme pour aller vers quelque chose de positif. Je suis désolée, ma réponse est complètement... Non, elle était bien celle-là. Ouais, je sais, ouais, mais elle est sincère en tout cas. C'est-à-dire que moi, je vois pas le truc autrement que rester dans le flou, c'est avançons, quoi. Faisons, créons, fédérons-nous. Et là, je parle entre meufs et personnes queer, féministes. Fédérons-nous pour faire grandir ce mouvement qui est là avec le MeToo, dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, pour bannir là toutes ces frontières et qu'on arrive à non plus à se faire accepter, mais que ça devienne normal d'être féministe et qu'on n'ait même plus besoin de le dire. Normal d'être queer et avançons comme on est. Être dans le flow, c'est ça, moi. C'est travailler pour qu'on puisse avancer tranquillement et continuer à dire de la merde au comptoir et s'aimer, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il faut qu'on s'aime. C'est grave. S'accepter tant comme on est et puis s'aimer. C'est très beau, j'aime bien celle-là, s'accepter comme on est et s'aimer. Mais ouais, et les uns les autres, comme disait, c'est pas un mec qui a été cloué là sur une croix, le con. Il était sympa, Jésus, en plus, il avait l'air sympa, ce mec. C'est le premier féministe quand même. Hein. Le mec, il aimait les putes. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment les putes. Jésus, quand même, avec Marie-Madeleine, péripatéticienne, pardon. Excusez-moi, Flo. Hein. Les péripatéticiennes, j'ai beaucoup d'affection pour les péripatéticiennes. Merci, Aurane. Merci, Flo. Désolée, j'ai fait des réponses un peu. Merci non, à toi et bravo pour c'était très bien. Bravo pour ton Flo, c'est classe. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser.
Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.